Pour cette enquête, j'ai contacté 100 escort boys. Alors je vais vous dire pourquoi je l'ai fait et surtout pourquoi je le referai plus jamais. Ça va demander beaucoup de travail. Mais j'ai peut-être une question à mettre en sondage. Je fais le sondage. Comment on fait déjà? Hop. C'est déjà quoi les termes? Il y a abolitionniste pour on veut plus de TDS. Il y a régulationniste, je crois. On va mettre donc abolitionniste. Non, c'est parce que c'est un débat en soi à gauche. Moi, j'ai mon petit avis, mais c'est un débat à gauche et dans les courants féministes historiques, notamment au XXe siècle, entre le travail du sexe est une domination supplémentaire et odieuse des hommes sur les femmes et doit être abolie pour l'émancipation des femmes. Et autre option, les régulationnistes, c'est, sans vouloir non plus caricaturer le point de vue régulationniste, c'est le travail du sexe est un travail salarié comme un autre et il vaut mieux réguler le travail du sexe pour que les travailleuses et travailleurs du sexe puissent avoir une représentation syndicale, qu'on puisse diminuer, voire complètement anéantir la traite d'êtres humains et ce genre de choses, et que ça doit être fait non pas en abolissant le travail du sexe, mais en régulant plus correctement. Alors pour l'instant, vaste majorité de régulationnistes. Bon, du coup, moi, je vais le dire ouvertement, hein, je suis aussi plutôt d'avis régulationniste, même si, en même temps, c'est typiquement le genre de sujet où moi, en tant que mec, parce que là, ça va être le cas des escort boys, mais il y a quand même une grosse majorité de femmes chez les travailleuses du sexe, et c'est un peu compliqué en tant que mec hétéro-cis de venir et de dire « Oh, si, c'est très bien le travail du sexe ». Trouver quelqu'un qui travaille et puis qui est disponible. Mathias ? Ouais, man. On a un petit souci. Je suis pas étonné que tu aies eu des difficultés à en trouver. Comment tout ça a commencé? Il y a pas longtemps, je suis tombée sur un documentaire qui montrait que de plus en plus de gars se lançaient dans le métier d'escorte. On accepte intimement de devenir escorte quand on voit les billets qu'on a en face de soi. Et c'est vrai qu'on parle souvent des filles de ce milieu, mais rarement des mecs. Pour le coup, ça m'a grave intriguée d'en savoir plus sur ces gars qui se prostituent. Comment ça fonctionne pour eux? Qu'est-ce qui les motive? Et pourquoi j'ai l'impression que ça reste quand même un univers ultra secret? Pour mieux comprendre tout ça, la mission que je m'étais donnée, c'était de trouver un escort boy et lui poser toutes mes questions. Je ne pense pas être la bonne personne. Par contre, voilà, si tu as besoin de mes services à titre privé, c'est avec plaisir que... Et pour ça, j'avais un plan. Bon, déjà, concrètement, un escort boy, c'est quoi? En tapant juste sur Google escort boy, je suis tombée sur plein de films et séries qui en parlaient. Je pense qu'il a dit qu'il faisait plus. Franchement les amis, à ce moment-là, si je devais vous résumer le starter pack de l'escort boy dans ma tête, c'est un gars ultra baraque, de l'argent facile et des services qui vont d'accompagner des gens riches et vieux à des galas à du sexe dans des chambres d'hôtel de luxe. Mais je me suis quand même demandé un truc. Ouais, ça j'ai l'impression, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que contrairement aux travailleuses du sexe, donc féminines, qui sont souvent caricaturées en victimes de trafic d'êtres humains, en victimes d'un proxénète, etc. Choses qui sont réelles, hein, mais c'est pas que ça la réalité. J'ai l'impression qu'elles sont souvent caricaturées et mises dans cette case, qu'elles sont victimes de leur situation de travail du sexe. J'ai l'impression qu'à l'opposé, les escort boys, les travailleurs du sexe, sont plus souvent romantisé d'une certaine manière ou vu d'une manière sous un angle un peu plus fancy, ou je sais pas comment le dire, et que pour moi ça montre déjà aussi une différence de traitement hommes et femmes, c'est-à-dire que on considère qu'un homme peut avoir envie d'être lui-même un travailleur du sexe, alors que c'est impossible de s'imaginer dans une société patriarcale qu'une femme puisse avoir envie d'être travailleuse du sexe. Et ça, j'ai l'impression que c'est déjà
rien que ça, c'est déjà une source de réflexion importante sur notre rapport à la sexualité, sur le rapport au patriarcat, etc. Cette image-là, est-ce qu'elle correspond vraiment à la réalité? Camille, c'est quoi un escort boy? C'est une personne qui va proposer ses services, souvent sexuels, en échange d'une rémunération. Donc c'est du travail du sexe. Quand on parle d'escorte, on parle souvent des personnes qui travaillent sur Internet. C'est assez rare d'utiliser le terme d'escorte pour les personnes qui travaillent dans la rue. Elle, c'est Camille, et elle bosse pour une asso qui défend les droits des travailleurs et travailleuses du sexe à Genève et à l'international. Et bien sûr que je lui ai posé cette question. Dans les séries ou les films, l'escort boy, c'est souvent un mec super musclé et beau gosse. T'en penses quoi, toi? Alors, je pense déjà qu'il y a une glamourisation du corps et de la prostitution, avec des corps qui sont parfaits, des hommes qui ressemblent un peu à des chimpendales comme ça. On ne peut pas réduire le travail du sexe à des femmes magnifiques ou des hommes magnifiques qui vont proposer des services, des prestations sexuelles extraordinaires. C'est pas ça. Du coup, si je cherche des escort boys sur des sites, je serai sur la bonne voie? Ah oui, c'est la bonne voie, ouais. Après, il en existe d'innombrables. Certains profils sont fantômes. En réalité, il n'y a plus personne derrière parce que ça ne marchait pas. Donc ça va demander beaucoup de travail que de trouver quelqu'un qui travaille et puis qui est disponible et puis qui répond aux besoins. Étape 2, trouver un escort boy. Par rapport à d'autres pays, il faut savoir qu'en Suisse, la prostitution ou l'escorting, c'est légal. Et d'après les chiffres, il y aurait environ 20 000 travailleurs et travailleuses du sexe dans tout le pays. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est sûr que parmi eux, il y aurait au moins un escort boy qui allait accepter de me parler. Alors on m'avait prévenu que c'était quand même un milieu très tabou et très secret. Et pour le coup, le seul moyen, c'était de passer par Internet. En quelques clics, je suis tombée sur une dizaine de sites qui proposent des escortes femmes, mais aussi des hommes. Élégance, finesse, discrétion, masculinité, liberté, beauté, luxe, gourmandise, magie, séduction, fantaisie, plaisir, sensualité. Putain, il y a un peu trop de mots-clés là. Bon, le premier truc que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment du choix. Tant au niveau de l'âge, de la ville d'origine, la couleur de peau, l'orientation sexuelle et même la taille du sexe. Au niveau des profils, ce que j'ai pu voir, c'est que d'un côté, t'as quand même l'escort boy avec beaucoup de muscles et pas beaucoup d'habits. Genre limite cliché avec des photos ultra sexy de lui. Alors, je vous avoue qu'il y en a, j'ai pas vraiment capté la direction artistique qu'il y avait derrière. Vraiment pas. Ouais, Éminent Faquin, j'avais vu aussi un truc par rapport au TDS pour les personnes en situation de handicap. Et si je me souviens bien, à vérifier cette information, mais si je me souviens bien, aux Pays-Bas, il y a une aide pour les personnes en situation de handicap, une aide financière pour qu'elles puissent aller voir des travailleuses ou travailleurs du sexe, puisque c'est des personnes qui ont tendanciellement beaucoup moins de rapports sexuels sans cette aide financière, par uniquement le dating, notamment simplement parce qu'on est dans une société validiste, et que du coup, comme ça aide à avoir une bonne santé psychologique, non pas juste de se vider les couilles, parce qu'on n'est pas non plus masculiniste, c'est pas un besoin genre vital, mais ça peut aider psychologiquement à avoir des relations physiques et même pas forcément sexuelles, mais juste toucher, quoi. Se faire des câlins, et qu'aux Pays-Bas, il y a une aide financière de l'État pour les personnes invalides ou considérées invalides, et je trouve que c'est intéressant comme approche. Après, t'as aussi des gars un peu plus habillés et qui jouent plus la carte d'escorte de luxe. Genre, le gars, il est sapé en costard, il a une belle montre, bling bling. Et grosse surprise, je suis aussi tombée sur Monsieur Tout le Monde. Là, on est vraiment à l'opposé du cliché. Genre, l'escort boy, il ressemble à ton pote, quoi. Sauf que sa compagnie à lui, elle a quand même un prix. Engager un de ces escort boys coûte généralement entre 50 et 150 balles de l'heure. Alors ça reste quand même 3 à 4 fois moins cher qu'une escort girl, mais sur une nuit ou un week-end, ça peut quand même faire beaucoup. À ce prix-là, ils proposent de t'accompagner à des restos ou même à des événements, mais il y avait aussi tout un tas de services sexuels imaginables. En fait, ce qu'ils promettent, c'est une vraie expérience sexuelle avec un vrai professionnel du sexe. Et plus je creusais, plus il y avait quand même l'impression, en réalité, d'avoir affaire à des sextoys humains que tu louais le temps d'une heure ou deux, et avec qui tu pouvais assouvir le moindre de tes désirs ou fantasmes et sans tabou. Pour une fois, la prise de contact était super simple. En fait, les gars laissent leur numéro de téléphone sur leur profil.
Je vois ce que tu veux dire, Éminent Faquin, mais j'ai l'impression que c'est pour prendre l'angle de témoigner en tant que personne qui n'a pas l'habitude et qui découvre ce monde-là, et qu'est-ce qui lui a premièrement sauté aux yeux. Mais ensuite, ça reste pas du tout que sur le physique. Et du coup, j'avais juste à leur écrire. Rien de plus facile. Enfin, c'est ce que je pensais sur le moment. Bonjour. Non, c'est trop formal. Salut, je m'appelle Mélissa et je travaille pour Tataki. Je prépare un reportage sur les escort boys et je suis tombée sur ton profil. J'aurais voulu te poser quelques questions de manière 100% anonyme pour m'aider à mieux comprendre cette activité. Tu serais OK pour répondre à quelques questions ? Merci d'avance. Non, efface le point. Ajoute un smiley. Envoyé. Alors je m'étais très vite rendu compte que jouer la carte de l'honnêteté... Si ça vous va, je passe au prochain chapitre parce qu'en fait là, ça passe 3 minutes à essayer de trouver un escorte qui voudrait bien témoigner de manière anonyme, mais témoigner pour Tataki. Et en gros, elle galère pendant des mois. Et ça, je trouve aussi intéressant parce que pour moi, ça rentre aussi dans la question entre abolitionnistes et régulationnistes. Parce que le simple fait que, même de manière anonyme, des escort boys qui le sont professionnellement ou à côté de leur job ne veuillent pas témoigner, comment est-ce qu'ensuite tu vas pouvoir faire valoir tes droits si même pour de manière anonyme témoigner, tu n'oses pas le faire? Et c'est pour ça aussi que y a des manifestations régulièrement, enfin je crois qu'il y en a une par année, je suis plus sûr, en France, des TDS, donc travailleuses et travailleurs du sexe, qui souvent portent des masques parce que, déjà en France, parce que c'est illégal, mais aussi parce qu'il y a un réel tabou autour de cette question. Et du coup, comment est-ce qu'on veut que ces travailleuses et travailleurs puissent être protégés par la loi et par des syndicats, si même de manière anonyme, il et elle n'osent pas témoigner? Et je pense que ça, de nouveau, ça se fait par un changement de point de vue dans la société, mais ça peut aussi et surtout s'accompagner par des changements dans la loi qui leur permettent de se dire « Ok, j'ai des droits et je dois être respecté dans ces droits-là en tant que travailleuse ou travailleur ». Étape 3, discuter avec un escort boy. Bon David, j'ai galéré à te trouver. C'était vraiment pas facile de trouver un escort boy. Si toi tu devais m'expliquer ton taf d'escort boy en une phrase. Le côté escort boy, c'est pas forcément comme ça que je me définis totalement, c'est-à-dire que c'est plutôt, ok, il y a l'accompagnement, mais c'est pas l'accompagnement au sens d'accompagner quelqu'un dans une soirée, comme ça peut être le cas pour le vrai terme d'escorte. Moi, c'est plus l'accompagnement sexuel, c'est-à-dire d'aider des femmes qui ont des besoins sexuels, que ce soit suite à des difficultés, parce qu'elles ont vécu des traumatismes, qu'elles ont eu des problèmes de santé, des choses comme ça, ou tout simplement parce que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas eu d'activité sexuelle. À partir du moment où t'as la première prise de contact avec une cliente. Ça, je trouve déjà trop intéressant comme il appuie sur le fait que il a majoritairement des femmes qui ont, peu importe, des difficultés sexuelles et que ça peut être un moyen de se redécouvrir sa sexualité, d'aller avec un professionnel et pas d'être dans le flou du hasard du dating, en fait. Tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu vas pas... Et que les hommes hétéros aussi sont en date pour un coup d'un soir, ont plutôt tendance à tirer leur coup et à n'en avoir rien à faire des meufs. Et je trouve intéressant qu'il appuie là-dessus. Alors, est-ce qu'il appuie là-dessus pour dire... Je suis pas juste un chaud lapin qui a envie de baiser, mais je suis un accompagnateur, etc. Ou est-ce que c'est réellement ça? Moi, j'ai envie de le croire. Personnellement, on le voit pas très bien, mais moi, il me donne confiance. GG. Après, ça se passe comment en général? Pour moi, c'est important de créer ce climat de confiance. Ça veut dire, pour moi, j'aime bien quand même pouvoir aller une première fois manger, boire un verre, pour regarder si justement, au-delà du fait qu'il y a un intérêt pour la prestation, au-delà du fait d'avoir peut-être échangé des photos, il y a le côté justement de voir en live comment ça se passe. Donc c'est soit ça se passe à l'hôtel, et sinon je peux aussi me déplacer en fait chez ma cliente si elle trouve que c'est quelque chose qui est possible. J'ai une question. Et j'ai l'impression, ce qui me fume, c'est que j'ai l'impression que il a plus envie d'avoir d'abord des discussions, une connexion avec les femmes qui le payent avant l'acte sexuel que beaucoup de mecs sur Tinder. Et ça, je trouve aussi assez
assez précis. Une question qui me trotte dans la tête depuis le début de mes recherches. Est-ce que tes clientes sont toujours des femmes âgées et riches ? Alors non, pas du tout. Non, c'est pas des femmes qui sont spécialement riches. Même, je dirais même des fois, c'est des femmes qui doivent peut-être économiser sur d'autres choses pour faire appel à mes services. Et puis c'est aussi ce qui me motive à pas finalement augmenter mon prix. Je dirais que la majorité de ma clientèle, c'est quand même plutôt autour de 30-40 ans dans ces eaux-là. Il y a quelques femmes un peu plus jeunes. C'est des femmes des fois qui ont une virginité tardive. Et dans ce cas-là, c'est plutôt autour de 26-27 ans. Dans le cadre de son activité, David propose des prestations hétérosexuelles. Donc il reçoit des femmes et uniquement des femmes. Ce qui n'est pas toujours le cas des escort boys. Une autre chose assez particulière, comme il vient de le dire, c'est qu'il reçoit parfois des femmes à la virginité tardive pour faire des premières fois. Alors ça peut paraître surprenant, mais ça fait partie des sollicitations qu'il peut recevoir. Et c'est quoi en général les demandes que tu as ? En règle générale, ça commence toujours par les femmes qui me disent « c'est la première fois que je fais ça ». Donc elles ont toujours des attentes aussi que je leur explique finalement comment ça se passe. En vrai, là, je me pose une question. Et Ok, il faut me dire dans le chat si la question est complètement absurde ou pas. Mais aujourd'hui, si vous êtes des personnes actives sexuellement qui n'êtes plus vierges, sachant que pour la grosse majorité des personnes, la première fois, voire les premières fois sont nulles, peuvent être angoissantes, peuvent être stressantes, voire faire mal ou autre. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul et en voyant ce genre de reportage, en vous enlevant l'idée des prostituées du trottoir victimes de traite d'êtres humains, mais en imaginant plutôt des personnes comme Gégé, est-ce que vous préféreriez perdre votre virginité avec quelqu'un comme Gégé ou une femme, Géraldine, escort girl, ou avec une autre personne inexpérimentée? C'est une question que je me pose et je pense que c'est une question intéressante. À vous de répondre. Peut-être le dénominateur commun entre toutes les clientes que j'ai, c'est qu'elles sont un petit peu déconnectées de leur corps, déconnectées de la sexualité. Elles ont besoin finalement de se réapproprier une sexualité, de retrouver surtout la confiance en l'homme. C'est vrai que ça m'arrive aussi d'avoir des femmes qui ont des handicaps parce qu'elles ont eu des accidents ou qu'elles ont même un handicap de naissance qui a fait qu'elles sont moins à l'aise avec leur sexualité puis qu'elles ont besoin de savoir si elles vont encore pouvoir avoir une vie sexuelle. Avant tout, le travail du sexe, c'est un travail humain, donc c'est des compétences sociales. Il y a quand même quelque chose qui fait que les femmes vont aller chercher autre chose que juste de la sexualité avec un homme. Elles vont aller chercher la confiance, parce que sans ça, elles ne pourront pas lâcher prise. Elles vont aller chercher le plaisir. Donc, il va falloir qu'elles aillent le chercher, elles, parce qu'on ne les a pas éduquées à aller chercher leur propre plaisir. Donc, je pense que ça va... Tu peux pas trop partir du principe que c'est une Géraldine. Bien au-delà du physique. Ça arrive T'as lancé un sondage JPP. Plus de gens iraient faire leur première fois avec une TDS s'il n'y avait pas autant de jugements négatifs. Ouais, ça je suis d'accord. Et moi je trouve que ça serait pas forcément plus mal en fait. Je sais pas, le nombre de discussions que j'ai pu avoir avec des amis, hommes ou femmes, qui disaient que leur première fois était catastrophique, voire pour certains cas traumatisant. Bah, pourquoi pas en fait? Allez, moi je vote aussi. Mais ça demande quand même un gros changement de mentalité dans la société, hein, parce que aujourd'hui, si quelqu'un te dit ouais, j'ai perdu ma virginité avec une travailleuse du sexe, il y a un gros jugement quand même, j'ai l'impression. Mais ouais. Je laisse le sondage pendant qu'on tourne. En vrai, ça permet d'offrir un environnement potentiellement bien plus safe. Bah, c'est ce que j'entends aussi. Enfin, c'est l'impression que j'ai aussi. Et que malheureusement, aujourd'hui, avec l'image de la prostitution, ça n'est pas le cas. Mais qu'en réalité, si c'est des personnes formées, etc., ça peut être effectivement beaucoup plus safe. Alors, c'était une vraie pratique, ortho.
mais c'était une vraie pratique pour les hommes hétéros cis, et c'était, comme tu le dis, aller aux putes, et c'était pas dans cette perspective d'y aller pour découvrir correctement son corps. C'était y aller juste pour tirer son coup et pour pouvoir dire on l'a fait. J'ai l'impression. Moi, j'ai pas vécu ce moment-là, mais j'ai l'impression que c'était ça. Des fois, et je sais que ça c'est peut-être difficile à imaginer, peut-être pour certains hommes, ça m'arrivait d'avoir des séances où finalement la seule prestation qu'il y avait, c'était que la cliente elle me faisait une fellation parce qu'elle avait besoin finalement de ça pour se reconnecter au corps des hommes. Mais en fait, finalement la personne était contente de payer parce qu'elle avait le sentiment qu'elle avait franchi un cap, qu'elle s'était rendu compte qu'elle pouvait retrouver aussi du plaisir à faire ce genre de caresses et que ça fait aussi partie finalement de la sexualité. Une cliente dont je me souviens qui supportait pas du tout qu'un homme la touche. Donc ça a été un long travail, une approche très progressive, de première toucher la main, après toucher un peu le corps, etc. Puis c'est arrivé des fois où je voyais cette cliente et puis pendant 45 minutes, on était dans le lit, puis il se passait rien, elle avait besoin de temps. Je le dis pour que les gens se rendent compte un petit peu ce que c'est concrètement, ce que ça peut être aussi, ce genre de prestation. C'est pas juste j'y vais, je me fais plaisir et puis je gagne de l'argent. Il faut vouloir aider la personne et que ça peut demander du temps et que ce temps-là, il faut le prendre, il faut être patient et il faut toujours penser au plaisir de sa cliente en premier lieu et pas au sien. J'avais souvent lu que... Moi, j'ai envie de le croire, GG, et si on le croit, je trouve que c'est beau ce qu'il dit. L'escorte est là pour assouvir le moindre des désirs. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ou tu te fixes des limites quand même ? Moi, en fait, j'écoute toutes les demandes et puis si effectivement il y a une demande qui me convient pas, quelle que soit la raison, je vais dire à ma cliente que pour moi c'est pas quelque chose de possible. Mais jusqu'à maintenant, ça m'est jamais arrivé. C'est plutôt l'inverse. C'est apprends-moi des choses. J'ai besoin de voir ce que c'est une relation sexuelle de qualité parce que je l'ai peut-être jamais vraiment vécu. Encore une fois, je suis face à des femmes qui sont plutôt désécurisées, donc elles ont besoin qu'on leur amène un cadre sécurisé. Moi, je le vois plus comme pas découvrir la sexualité avec une pro, mais découvrir la sexualité avec une femme 100% disponible. J'ai l'impression que c'est plus ça dans la tête de l'homme du XXe siècle. C'est cette idée que d'autant plus que pour une femme non prostituée, avec la prostituée, de toute façon, tu payes donc... elle est dispo et c'est ton moment à toi. Après, on met beaucoup de pression sur la première fois et en vrai, une première fois un peu naze, mais avec quelqu'un d'autre d'inexpérimenté, c'est complètement OK. Après, il faut le consentement. Et ça, je suis totalement d'accord aussi. Et c'est pour ça que moi, personnellement, par rapport au sondage, j'étais pas non plus à 100% dire... Mais après, dans le sondage, c'était notamment pour une virginité tardive. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi OK quand les premières fois c'est juste nul parce que c'est la première fois pour les deux ou les deux sont inexpérimentés. Le problème, c'est qu'il y a la question du consentement et le problème, c'est que de ce que j'ai pu comprendre, mais j'ai pas de statistiques là-dessus ou autre, mais j'ai l'impression que notamment pour les femmes hétéros, ça peut malheureusement trop souvent être traumatisant, que ce soit pour une question de consentement, mais aussi pour une question de savoir ce qu'il faut faire à ce moment-là dû à un manque d'éducation sexuelle. Un vrai petit dilemme moral. Mais c'est pour ça que je trouve ultra intéressant, c'est que ça touche à plein de sujets différents, que ce soit la sexualité, l'égalité homme-femme, la vision de ce que c'est le travail du sexe, etc. Sécurisant. Je pense qu'il peut du coup y avoir des clientes qui cherchent à faire une prestation avec un homme en qui elles ont confiance pour se réapproprier leur corps, leur sexualité, par exemple suite à des violences ou alors suite à une vie de couple qui a été compliquée dans la sexualité parce que très peu centrée sur son plaisir. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore très tabou, le plaisir féminin de manière générale. Donc aller chercher son plaisir chez un escorte, ça va l'être encore plus. Sur de nombreux sites d'escorting sur lesquels je me suis baladée, les promesses d'argent facile sont clairement affichées. Vous pourrez gagner en moyenne 300 francs pour une heure, 1500 pour une nuit et jusqu'à 40 000 francs par mois.
mal. Bon, moi, c'est pas du tout, c'est pas du tout ma réalité. Je suis resté à un tarif symbolique finalement de 100 francs parce que pour moi, l'important en fait de l'aspect tarifé, c'est de pouvoir mettre une barrière et puis de dire on se voit, ok, il y a une relation sexuelle, mais est-ce que vraiment on est en train d'avoir du sexe parce qu'on est dans une activité tarifée ou est-ce qu'on a du sexe parce qu'on est finalement attiré l'un par l'autre et puis qu'on est presque en train d'avoir une histoire. Et grâce justement à l'aspect tarifé, quand il faut payer les 100 francs, ça laisse un cadre. Puis ce qu'il y a de sûr, c'est que ceux qui vont se faire de l'argent facile, c'est plutôt ceux qui font ces promesses-là et puis qui vont dire aux gens, vous voudrez payer 50 ou 100 francs par mois ou je sais pas combien pour être sur le site. Et puis derrière, ça va peut-être aller quelques mois puis ils se rendront compte qu'ils n'ont pas forcément de retour sur investissement. Puis pendant ce temps, c'est ce site-là qui se semble plein les poches. Mais je crois pas que les hommes peuvent avoir autant de clientes que ça. Toi, tu vis de ça ? Alors non, pas du tout. En fait, ça c'est aussi important quand même de se rendre compte que c'est pas, à mon sens, quelque chose qui permettrait de vivre, en fait, d'en faire une activité principale. Je pense que si des femmes, effectivement, peuvent en vivre, chez les hommes, c'est différent. Pour la loi de l'offre et de la demande, il y a quand même nettement moins de femmes qui sont demandeuses de ce type de prestations. Mais je pense pas qu'en Suisse, on puisse vivre de ça. Après, peut-être qu'il y a des hommes qui y arrivent, mais en tout cas, moi, c'est pas mon cas. C'est difficile de parler de tarifs du travail du sexe parce que déjà, dans le travail du sexe de base, il y a de grandes différences. Autant les hommes peuvent payer pour du sexe, c'est un peu ancré comme ça, mais chez les femmes, ça n'existe pas. Donc peut-être qu'une fois comme ça, ils vont pouvoir avoir une nuit avec une cliente qui va payer 1500 francs. Ça, je remets absolument pas en doute. Par contre, je pense que ça va être beaucoup moins souvent en fait que ce qu'ils peuvent penser. Tu penses faire cette activité toute ta vie ou c'est juste temporaire ? Bon, ça fait déjà 10 ans que je fais ça, donc c'est vrai que j'y ai trouvé quand même une certaine satisfaction, donc je continue. Tant que j'ai le sentiment que j'ai des clientes et que j'arrive à leur donner satisfaction, je ne me vois pas arrêter parce que moi ça m'apporte aussi beaucoup. Si je devais faire un bilan de cet épisode, c'est que déjà, le métier d'escort boy, c'est très fantasmé dans les séries et les films, et franchement, on est bien loin de la réalité de tout ce que ça peut impliquer. Deuxième truc, c'est que des escort boys pour des hommes, ça existe, mais pour les femmes, ça reste encore très rare. Et dernière chose, je compte sur vous pour liker cette vidéo et me dire en commentaire sur quoi vous aimeriez qu'on enquête la prochaine fois. Ouais, je vois ton questionnement, Padoumta, mais après, tu sais, j'arrive pas à savoir s'il les répond déjà indirectement en disant que c'est pour aider, etc. Est-ce que la question a été posée mais pas gardée au montage ? Et après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une différence de traitement, clairement, entre comment est-ce qu'on va interviewer une travailleuse du sexe ou un travailleur du sexe. Mais moi, j'avais trouvé hyper intéressant parce que quand j'étais à l'université, j'avais un cours de démographie. Et dans ce cours de démographie, ouais, je crois que c'était bien démographie, on avait parlé de prostitution. Je ne sais plus pour quelle raison. Il y avait un chapitre prostitution. Et on avait regardé un TED Talk d'une travailleuse du sexe en Grande-Bretagne qui témoignait à visage découvert, ce qui est extrêmement rare, et qui parlait justement de la diversité des raisons pour lesquelles on peut être amené, homme ou femme, à être volontairement, pour le coup. Je ne parle pas des personnes forcées, et de nouveau, je ne nie pas qu'il en existe, mais pour quelles raisons est-ce que les personnes qui le font volontairement le font ? Et il y avait des personnes qui aimaient ça, parce qu'elles ont, comme Gégé le disait, elles ont l'impression de rendre service à d'autres personnes, ou parce qu'elles aiment ça, les personnes travailleuses et travailleurs du sexe, elles aiment avoir des rapports sexuels comme travail. Et apparemment, il y en avait aussi qui disaient que malheureusement, dans une société capitaliste où tu n'as pas de formation et où ta seule autre solution, sinon, c'est de travailler à l'usine pour une bouchée de pain, pour un travail qui t'use au moins autant le corps que la prostitution, à choisir, ces personnes préféraient être travailleuses ou travailleurs du sexe, dans un cadre évidemment safe, contrôlé, etc., mais préféraient faire ça plutôt que de s'éreinter la santé à l'usine ou peu importe. Et je trouve que le voir aussi comme ça, c'est intéressant. C'est triste
parce qu'on en revient à la situation, à la condition du prolétariat. Il faut choisir le moins pire, et pour certaines personnes, le moins pire, c'est le travail du sexe par rapport à travailler à l'usine. Et moi, je trouve que ça peut s'entendre et qu'il faut certainement pas le juger. Et la conclusion de cette personne travailleuse du sexe dans le TED Talk, c'était de dire, au vu de ce que nous, on sait en tant qu'association pour les personnes travailleuses du sexe, des raisons pour lesquelles elles le font, la grande majorité de celles avec qui je travaille ne sont pas forcées à le faire, elles le font volontairement. Malheureusement, il y a des violences, malheureusement, elles sont dans une précarité, et ça, c'est dû au manque de réglementation juridique qui puisse entourer le travail du sexe. Et c'est en grande partie pour ça, moi, que je suis régulationniste ou réglementariste, ou j'en sais rien de comment ça se dit.